Bonjour et bienvenue en plein cœur de la cité ardente et plus particulièrement dans la salle académique de l'Université de Liège, un lieu bien connu à la personne à qui nous rendons hommage aujourd'hui. Jean Gol, ce grand libéral, aura indéniablement marqué l'histoire de son parti, le MR, mais aussi celle de son pays. 25 ans après sa disparition, mon collègue Gauthier Sépulcre et moi sommes partis à la rencontre de ses plus proches, de ses amis et de sa famille. Nous avons évoqué ensemble les moments faciles et difficiles de son parcours politique et de son parcours plus privé. Plus tard dans l'émission, nous accueillerons le président actuel du MR, Georges-Louis Boucher, pour qu'il évoque avec nous l'importance de rendre hommage à Jean Gol. La première partie de cette émission sera donc consacrée au tout premier souvenir raconté par ses proches et il nous raconte cette anecdote. Je me souviens quand nous étions gosses, quand nous étions adolescents, j'ai des souvenirs de Jean et moi en courte culotte. Moi j'adorais la pêche à la truite et parfois il venait m'accompagner. Et je me souviens notamment d'un jour où je lui ai fait une remarque et je lui ai dit « Mais Jean, est-ce que tu ne peux pas te taire un moment? Parce que d'habitude je prends toujours du poisson à cet endroit et puis aujourd'hui il n'y a rien qui mord, il n'y a pas de poisson. Tais-toi un petit peu, j'ai l'impression que tu fais fuir les truites. » Il aimait beaucoup raconter sa journée, ses affaires, tout ce qui s'est passé, ça il aimait beaucoup. Il n'était pas quelqu'un qui écoutait, c'était quelqu'un qui parlait, qui aimait bien être écouté. Donc ça c'est vrai que ça pouvait être frustrant. Mais il racontait, et ce qu'il racontait évidemment était quand même toujours très intéressant et très enrichissant. Dans toutes les circonstances, moi je l'ai toujours connu comme ça, extrêmement appliqué, fidèle, sérieux, mais il savait aussi mettre une tranche de franche jovialité, d'animation. Alors il était probablement, beaucoup de personnes vous auront sans doute dit et vous diront encore qu'il était différent dans le privé parce que plus actif, plus joyeux, plus personnellement attentif à son interlocuteur. Mais je dirais que j'ai eu aussi la chance, parce que j'ai beaucoup été à ses côtés, de voir qu'il pouvait être avec ses interlocuteurs publics extrêmement franc, cordial et chaleureux. Jean Gol en fait a au moins deux visages. Jean Gol était un type super intelligent, il avait une rapidité de vue absolument incroyable, il avait une vision aussi à moyen terme parfaite, mais en même temps, et c'est extrêmement rare pour un homme politique de cette qualité, c'était un homme de très grande valeur humaine. Et donc, il pouvait très bien faire des discours, discuter durement, travailler avec nous de manière vraiment décisive. Puis la seconde d'après, c'était un être humain. Et j'ai vu Jean Gol plusieurs fois parler avec n'importe qui, avec un charmant sourire, être vraiment bien à son aise. On s'entendait bien, on a parfois eu des accrochages, hein, notamment en 1981, je m'en souviens, au cours d'une soirée mémorable à Charleroi où il réunit 30 personnes et il veut me convaincre d'être présent sur la liste à la députation derrière Étienne Knops, parce que d'après les sondages, on aurait certainement 2 élus à Charleroi. Ça a duré jusqu'à 1h ou 2h du matin. J'ai refusé. Je reconnais qu'à ce moment-là, il y a eu un froid entre Jean et moi. Mais enfin, heureusement, les élections se sont bien passées. Nous avons eu 2 élus à Charleroi. Donc, voilà. Il prenait ses notes et il faisait le discours devant moi. Moi, assis derrière mon bureau, Jean Gol tout seul, 8h du soir, incroyable moment. Et je dis, Jean, ça ressemble à rien. Qu'est-ce que c'est comme truc? Il me dit, tu n'as rien compris, nom de Dieu. Et puis, whoop, il repartait, il est fâché. Non. 20 minutes plus tard, il redescendait. Il me dit, écoutez, tu as peut-être raison. J'ai changé quelque chose. Écoute maintenant une deuxième fois. C'est extraordinaire. D'une confiance réciproque. Vous me faites raconter ça maintenant, je ne l'ai jamais raconté. Parce que il avait ce côté génial, inquiet, presque toujours sur la branche, comme un oiseau prêt à s'envoler, et en même temps avec une intensité de vie, de réflexion, de culture qui était remarquable. Jean Gol, au-delà de ses qualités d'homme d'État, bien entendu, de stratège politique et
très fin analyste de la politique, d'une implication de plus en plus forte dans le fondement du libéralisme, notamment par rapport à cette capacité qu'il avait de faire confiance aux gens par rapport à leur capacité d'accepter la vérité. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui définit assez Jean Goll. Donc, il disait, il faut dire la vérité. Les gens sont capables d'assumer la vérité. Et de toute façon, si on ne leur dit pas la vérité, on va vers de très graves déceptions en politique. C'était un travailleur acharné, hein, Jean Goll. Il avait toujours une idée en tête. Parfois, on était en train de discuter, il s'arrêtait et il écrivait sur un petit papier une idée qu'il venait d'avoir. C'était parfois surprenant d'ailleurs, on disait mais qu'est-ce qui lui prend? Mais par ailleurs, c'était aussi quelqu'un de très ouvert, il avait beaucoup d'humour. C'était un gain d'ailleurs, hein, il pouvait s'amuser. Il menait de la danse vraiment au propre et au figuré. On a eu des moments un peu rock'n'roll. Mais franchement, c'est agréable finalement de se dire qu'un homme politique peut être un homme comme tout le monde. Il y avait entre nous une relation, on était de bons copains, mais il y avait aussi une relation quand même hiérarchique. Jamais, à aucun moment, il me serait venu en tête de disputer le leadership à Jean Goll. J'étais plutôt un second qu'un premier de cordée quand Jean Goll était là, puisque c'était lui qui était le leader naturel du parti. Parce qu'il donnait le cap, il était aussi extrêmement rigoureux sur les dossiers. Ça, par exemple, il ne laissait jamais passer. Moi, j'étais plutôt un politique instinctif, mais il m'a appris, en fait, l'importance de connaître ces dossiers et de ne pas dire des choses à peu près. Très grande rigueur intellectuelle. J'ai souvent expliqué que c'était quelqu'un qui était à la fois anxieux, qui le montrait par des gestes d'ailleurs régulièrement, mais en même temps qui avait cette détermination très forte. Et quand on est à côté de quelqu'un qui, à un moment donné, quand il a fait des choix, est totalement déterminé à mener ses choix à leur terme, ça donne effectivement beaucoup d'inspiration, parce qu'on se dit il y a des convictions. Quand on voit les problèmes que l'on traverse ces derniers temps à travers une épidémie très importante, donc des problèmes de santé que pourraient rencontrer un certain nombre de nos concitoyens, c'est notamment lui qui, à un moment donné, a écrit dans un de ses ouvrages « Quand la vie bascule, la solidarité doit être totale ». Donc quand à un moment donné, le risque de santé grave se réalise, il faut que la solidarité joue à plein. Mais ça, quand on le dit, ça doit aussi se traduire par des actes concrets. Et c'est là qu'on a vraiment une inspiration très forte, quand on peut passer d'un enjeu décrit dans un livre ou dans un discours à des actes concrets. Alors il était très impressionnant. Il était impressionnant par plusieurs côtés. D'abord par sa capacité de travail, par son intelligence, par sa mémoire. Il se souvenait de tout et par sa culture qui était immense. Il était aussi impressionnant parfois par le côté un peu caractère difficile. Il lui arrivait vraiment de choter dans l'un ou l'autre dossier, de se fâcher vraiment. Et donc ça, c'était assez impressionnant quand il commençait à se fâcher. Il y avait peu de gens qui osaient l'approcher. On discutait beaucoup parce que de toute façon la politique c'était 98% de sa vie, donc ça faisait partie de nos discussions, de notre vie. Maintenant il avait un caractère bien trempé, moi aussi, on avait parfois des discussions quand on n'était pas d'accord. Je crois qu'il entendait parfois ce que je disais, mais il faisait quand même ce qu'il voulait. Il avait cette passion de la politique, c'était vraiment en lui. Donc c'est arrivé très jeune et dans ses cahiers d'école, on voit déjà qu'il profitait de certaines activités, notamment en cours d'histoire, pour écrire des textes incroyables pour un enfant de cet âge. À 15-16 ans, il faisait déjà des dissertations incroyables sur des grandes figures de l'histoire comme Napoléon par exemple, ou De Gaulle. Et il a eu cette fibre-là très tôt, et quand il est à l'université, son goût pour le droit constitutionnel, puisqu'il a été assistant dans cette matière, c'était pas anodin, et je crois qu'il il fait partie de ceux qui ont eu cette fibre-là. Pour lui, la politique, c'était vraiment une vocation. Georges-Louis Boucher, on l'a vu, Jean Goll, son souvenir reste bien présent. On a aussi parlé de l'homme politique qu'il était. Vous qui n'avez pas eu l'occasion de le connaître, comment le percevez-vous? S'agit-il aussi d'une inspiration?
Mais effectivement, j'avais 9 ans quand Jean Goll est malheureusement décédé, donc j'ai vraiment pas eu l'occasion de le connaître et encore moins de le côtoyer. Mais l'image qu'il laisse et surtout le souvenir qui est laissé au sein de la famille libérale est un souvenir extrêmement important et il donne une grande image de modernité car en fait, lors de ma campagne interne, par exemple, pour devenir président du MR, j'avais soumis toute une série d'idées, de propositions et bon nombre de membres qui ont côtoyé Jean Goll venaient me dire après les réunions, finalement, ça c'était une idée de Jean Goll ou ça ressemble à ce que Jean Goll proposait. Donc il y avait une grande modernité dans son propos. Alors d'un côté, ça montre qu'il était en avance sur son temps. Il y a un côté un peu désespérant de la politique belge de se dire que des propositions qui existaient déjà à l'époque n'ont toujours pas été réalisées. Mais donc c'est vraiment un visionnaire, quelqu'un qui a la capacité de faire des changements et aussi de proposer les évolutions de société, par exemple dans son rapport à la Belgique, dans son rapport aux syndicats, le statut des syndicats, la vision du monde du travail, de l'économie. C'est vraiment une figure qui est fondatrice par rapport à ce qu'est notre mouvement aujourd'hui. On a parlé de Jean Goll, l'homme public, l'homme privé. Comment était-il à la maison? C'est la deuxième partie de notre reportage. Il pouvait vraiment démarrer au quart de tour pour des choses un peu insignifiantes et puis bon, ça se calmait très vite, mais il s'était fâché une fois en vacances, on était à Londres et j'avais Barbie et à l'époque le mari de Barbie, Ken, et j'avais refusé de lui donner la main parce que je voulais donner la main à Ken et alors il s'était mis dans une colère, il était parti vexé. Un jour, je lui ai dit, après qu'il ait été particulièrement odieux avec quelqu'un, je lui ai expliqué que les gens qui avaient la chance d'avoir un cerveau qui fonctionnait très bien devraient peut-être passer le temps qu'ils ne consacrent pas à comprendre, à améliorer leur caractère. Et alors, avec la mauvaise foi dont il pouvait faire preuve, il m'a regardé en disant « Est-ce que vous dites ça pour moi ?» Et je lui ai répondu avec l'insolence de mes 25 ans, « Pas seulement. » Voilà. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui pouvait être injuste parce que je crois qu'il ne pouvait même pas envisager qu'on ne comprenne pas ce qu'il disait. Or, c'était compliqué ce qu'il disait. Et donc, je pense qu'il ne laissait pas beaucoup de chance aux gens qui n'avaient pas la chance de comprendre vite ou d'être intelligents, on va dire. On a eu souvent l'occasion de voyager ensemble. Et ce qui m'a toujours frappé, et je ne veux pas reprendre un exemple en particulier, mais c'est cette capacité que l'on sentait très facilement de réexpliquer pour la xème fois la même chose avec le même enthousiasme. Et donc pour prendre un exemple, c'est avec lui que j'avais été la première fois en Israël. Vous baladez dans Jérusalem avec lui et il vous raconte toute une série d'éléments sur Jérusalem, sur le plan historique ou sur le plan politique aussi, des éléments majeurs qui ont eu lieu, comme s'il le racontait pour la première fois, alors que j'étais convaincu qu'il le racontait pour la 103e, 243e, je ne sais pas combien de fois il avait déjà raconté la même chose, mais avec cette capacité de presque faire ressentir qu'on était la première personne à qui il racontait cette histoire. Et ça, je crois qu'à l'occasion des voyages, notamment, c'est quelque chose qui était très marquant. Jean Goll organisait des feux de camp, carrément, des parties de football improvisées avec Didier Renders, Jacques Simonet, par exemple, où on chantait beaucoup. Jean Goll adorait le chant, le répertoire du Petit Bitume, mais aussi le répertoire de Georges Brassens. Et donc, on a passé des moments extrêmement conviviaux et particulièrement agréables. Il avait un don inné pour c'était un tribun extraordinaire. Il avait aussi un don d'imitateur. Il imitait Martens, Wilfried Martens. Il aurait pu faire carrière dans le music-hall, hein, comme Thierry Leluron ou comme Laurent Gérard actuellement. Tellement il était capable d'imiter les autres de façon stupéfiante, hein, et avec énormément d'humour. Et il nous faisait tout le temps rire. Le premier match Anderlecht-Standard, disons qu'il m'a demandé que les fois d'après, je me calme un peu. Parce que comme je suis d'origine italienne, et disons que quand Anderlecht a marqué, dans la tribune officielle du Standard, il n'y avait pas foule qui trouvait que c'était une bonne chose. Il était bonne fourchette, il aimait le bon vin. De temps en temps, nous étions invités par Pierre Descamps. Et une anecdote qui m'a beaucoup frappé. C'est un peu culinaire. Nous étions dans un bon restaurant de Bruxelles. Pierre Descamps, le pontife, le pater familias des deux ailes à ce moment-là. Et Pierre Descamps avait un chien qui l'accompagnait au Sénat. Le chien allait rentrer au Sénat, se mettait en dessous de ses pieds
dans l'hémicycle. Et Jean et moi, nous commandons de la cervelle. N'oublierai jamais ça. Et puis Pierre Descamps nous regarde. Qu'est-ce que vous avez commandé là, Jean et Herman? De la cervelle. De la cervelle? Messieurs, même mon chien ne mange pas cela. C'était cette sorte de piquette. On s'est marré évidemment, comme on peut se marrer. Je me souviens de l'époque où on avait interdit la circulation automobile, c'était la fameuse crise de l'essence. Et là, Jean Goll nous avait réunis à quelques-uns pour des jeux de société. Et c'était sa façon à lui. Il était d'ailleurs très amateur et très spécialiste de certains jeux de société qu'il aimait bien pratiquer avec ses amis et de façon très détendue. Il adorait la Thaïlande et lorsque nous sommes allés là-bas avec son épouse, c'était lui évidemment qui le soir choisissait et le restaurant et le menu. Alors, il étudiait le menu exactement comme une proposition de loi. Et d'ailleurs à l'époque on disait « attention, silence, le grand homme pense ». Et Jean Goll analysait l'ensemble de la carte de manière exceptionnelle. Il dit, bon, nous allons prendre du Chomsung, du machin, numéro 7, etc. On dit, écoute, bien chef, pas de problème. Ben, en fait, il adorait s'amuser. Donc, on avait beaucoup travaillé. Et puis, le soir, on sortait, on allait manger. Avec, il y avait José Appart, il y avait d'autres, beaucoup de Belges ensemble. Et là, il commençait à chanter des chansons un peu grivoises. Et puis, aussi des chansons de Brassens. Mais il était extraordinaire. Il mettait une ambiance incroyable dans ce restaurant, tout le monde nous regardait. Il savait vraiment, il rigolait, il avait un rire extraordinaire. Georges-Louis Boucher, pourquoi était-ce important de rendre hommage à Jean Goll cette année ? Parce qu'il y avait en fait la conjonction de deux événements. Tout d'abord, c'était les 25 ans de la date de son décès, donc un quart de siècle, c'est toujours un élément marquant. Et par ailleurs, en tant que président nouvellement élu, comme je l'ai indiqué, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup de par sa modernité, sa volonté de changer les choses. C'était un vrai réformateur au sens strict du terme, un vrai libéral surtout dans les convictions. Et donc, les valeurs qu'incarne Jean Goll correspondent tout à fait à celles que je souhaite remettre au centre du débat pour le mouvement réformateur. Et donc, ces deux événements ensemble, l'occasion était trop belle de pouvoir justement lui rendre un hommage. On aurait souhaité que l'année se passe différemment, donc il y avait toute une série d'autres activités qui étaient prévues, mais malgré le contexte un peu particulier, on a voulu maintenir cette volonté de rendre hommage à certainement le plus illustre d'un de nos anciens présidents dans l'histoire contemporaine. Vous parlez d'activités, d'ici une dizaine de jours, l'exposition Jean Goll aura lieu au Parti à Bruxelles. Concrètement, qu'est-ce que les spectateurs pourront voir ? Écoutez, il y a plusieurs éléments. Des éléments de la vie politique, bien sûr, qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir, des manuscrits, des prises de notes, des objets personnels que certains ont peut-être vus à la télévision, mais qu'ils pourront voir de près, mais aussi des éléments un peu plus privés, parce qu'on le sait, Jean Goll, c'était un personnage à multiples facettes. Il y a le personnage politique que l'on connaît, le vice-premier ministre, ministre de la Justice, le président du Parti libéral, mais il y avait aussi quelqu'un engagé sur les questions internationales, par rapport à Israël, par exemple, l'universitaire, l'académique. On est ici à l'université de Liège, ce n'est pas par distraction, hein. L'université de Liège a une place extrêmement importante dans sa vie. Et donc, c'est vraiment l'occasion de découvrir plein de petits éléments qui permettent de mieux comprendre cette personnalité riche, cette personnalité à plusieurs, et je dirais peut-être à 1000 facettes, via des petits détails parfois, et des éléments un peu plus symptomatiques, un peu plus significatifs, comme une expo photo également, avec les moments importants de la vie de Jean Goll. Merci beaucoup, Georges-Louis Boucher. Merci à vous. Le 18 septembre 1995, Jean Goll nous quittait des suites d'une rupture d'anévrisme. Dans la dernière partie de cette émission, on revient sur le témoignage de ses proches et de ce souvenir plutôt douloureux. Jean Goll vient de mourir. Le président du PRL n'avait pas repris conscience. Depuis son hémorragie cérébrale de samedi soir, les premières réactions, le parcours politique de Jean Goll, mais aussi le portrait humain d'un homme qui a vécu à l'avant-scène politique belge depuis près de 20 ans. Tout ceci dans notre journal. Le jour de son décès, on devait fêter l'anniversaire de Déborah. Donc tout le monde était invité ici. Moi, la table était mise. J'avais déjà été chercher le couscous pour tout le monde, quand Karine est venue me dire voilà. Et en me réveillant ce dimanche-là, j'ai senti, et franchement ça paraît un peu étrange de dire ça et un peu bateau, mais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Enfin, je me sentais pas très bien, c'était assez inexplicable. Et quand je suis descendue
Ma mère pleurait et elle m'a dit qu'il était arrivé quelque chose de très grave, que mon père avait eu une rupture d'anévrisme. Et alors en fait, depuis ce moment-là jusqu'au lendemain, donc le 18 septembre, où en fait on a constaté qu'il n'y avait rien à faire et où son décès clinique a été déclaré, j'ai cru qu'il allait guérir, parce que mon entourage a essayé de me préserver en ne me disant pas que c'était effectivement terminé, et ils ont cru bien faire et je ne leur en veux absolument pas, mais il est vrai que moi, à ce moment-là, je me disais que c'était pas possible que ça se termine autrement que bien. Il y avait une forme d'optimisme naturel à l'époque, et du coup je suis assez fort tombée des nues quand le 18 septembre, ben voilà, on m'a expliqué que non, c'était juste pour temporiser et qu'en fait déjà depuis la veille, il n'y avait pas vraiment d'espoir. Et c'est vrai que dès le moment de l'annonce, par la relation que je pouvais avoir avec lui, avec son épouse également, mais on a commencé avec quelques proches à prendre réellement à cœur et en charge l'organisation, pas seulement des obsèques, des funérailles, mais aussi de tout ce qui se faisait autour, ce qui m'a d'ailleurs probablement un peu éloigné du débat politique pendant quelques jours, mais la relation était trop forte. Et le choc est évidemment important parce que c'est vraiment l'annonce que c'est terminé, qu'il n'y a pas une période pendant laquelle on pourrait imaginer que les choses peuvent encore évoluer après un accident de santé. Ici, l'accident de santé était irrémédiable, les dégâts avaient été trop rapides et trop violents. J'ai appris son décès à l'aube du jour même de son hospitalisation, vers 6 h du matin. Je me suis rendu immédiatement d'ailleurs au CHU de Liège où il était hospitalisé. J'ai eu un contact à ce moment-là avec Jacques Brocci, je me souviens, pour avoir son avis sur son accident vasculaire cérébral. Je suis allé à l'hôpital du Sartillement pour discuter avec mes collègues neurochirurgiens de la situation, etc., à la demande de la famille. Donc je venais de perdre mon père et puis je partais pour voir mon ami Jean et malheureusement constater la gravité de la situation et le fait qu'on ne pouvait plus rien faire pour le tirer d'affaire. Oh, j'étais vraiment saqué. J'étais à son enterrement. J'ai parlé à Robert Bon lorsqu'il y avait cet enterrement. On est passé aussi par la synagogue. Ça m'a marqué à tout jamais. Alors au moment même, je crois que moi j'avais plus rien envie du tout. Petit à petit, j'ai recommencé. Je crois que je suis restée toujours la même. Et je n'ai jamais fait de la politique en me disant qu'est-ce que lui dirait. Je crois que lui, c'était lui et les autres sont les autres. Et s'il y a bien une chose qui me rend folle, c'est quand parfois les gens disent Jean Gol aurait fait ça, Jean Gol aurait dit ça. C'est pas mon truc, je n'ai jamais dit cela non plus et je ne l'ai même jamais pensé. Je n'ai pas du tout l'impression d'être son incarnation. Je suis moi, mais il m'a marqué, ça sûrement, mais voilà. Pour moi, aujourd'hui, Jean Gol reste certainement la plus grande et la plus intéressante personnalité que j'ai jamais rencontrée. Je le dis sur le plan intellectuel, je le dis sur le plan de la cordialité et de l'amitié qui nous liait. Jean Gol, c'est, pour reprendre une formule déjà utilisée, c'est à la fois l'alliance entre le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Je peux dire que ça a été mon mentor. Jean Gol, il m'a beaucoup appris, puis il parlait beaucoup. C'était un homme qui vous enseignait, mais d'une manière très ouverte et n'avait pas l'impression de vous faire la leçon, mais il parlait ouvertement de la politique, etc. Et donc, franchement, moi j'ai eu un professeur extraordinaire en la personne de Jean Gol et je pense qu'il a apprécié finalement cette volonté que j'ai eue moi aussi d'y arriver parce que c'était pas évident à notre époque que les femmes puissent s'imposer en politique et donc voilà, à partir du moment où vous y étiez, c'était déjà magnifique mais surtout il fallait y rester et donc ça c'était encore plus compliqué et lui il a tout fait pour nous aider. C'est rare quand même d'avoir toutes les qualités qu'il avait pour
pour faire de la politique. C'était à la fois un grand intellectuel, c'était quelqu'un qui bossait, c'était quelqu'un qui aimait bien les gens, c'était quelqu'un qui avait une vraie stratégie et qui croyait vraiment dans ce qu'il faisait. Je me souviens quand il y avait les négociations pour le gouvernement, quand j'ai travaillé pour lui, un soir, alors que vraiment on avait bossé très fort toute la journée, il m'a dit, alors qu'on n'était pas nombreux, il a dit « mais c'est très très important ce qui se passe maintenant, c'est important pour moi, c'est important pour le parti, mais c'est aussi important pour le pays. » Et dans cette petite phrase, il y avait tout lui, à la fois l'homme ambitieux, forcément c'était un homme de pouvoir, à la fois quelqu'un qui croyait dans le parti et qui voulait le pousser très très loin, et quelqu'un qui avait le sens de l'État. Non seulement il affirmait le libéralisme en tant qu'économie de marché, que modèle économique, mais à côté de ça, c'était un authentique libéral, c'était en fait un homme de gauche au niveau, je dirais, de tout ce qui est sociétal. C'est un homme de progrès au niveau des droits humains, au niveau, par exemple, des droits des homosexuels, des droits de la femme. C'était un homme qui était extrêmement, de ce point de vue-là, un homme très progressiste par rapport à ça. C'est la vie et je crois que finalement c'est un bien parce qu'on ne peut pas éternellement rester dans la douleur et l'affliction. À un moment donné, la vie doit reprendre le dessus. Mais Jean Gol, ça pour moi, toujours le copain le plus intelligent et le plus sympathique que j'ai jamais eu de ma vie. Voilà. Un reportage chargé en émotions et un héritage qui persiste. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous donc le 18 septembre prochain pour l'exposition Jean Gol qui se déroulera à Bruxelles, au siège du parti. Mais d'ici là, n'oubliez pas le libre débat qui se déroulera le 13 septembre. Un débat d'une journée virtuelle pendant lequel vous pourrez voter et interagir avec nous. N'hésitez pas à vous inscrire dès à présent sur le site www.mr.be/le-libre-débat. Quant à nous, on se retrouve le 8 novembre prochain pour une version tout à fait revisitée de votre rendez-vous d'actualité libérale. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.